chers amis internautes, bienvenue à Bénin Politique. Nous sommes à quelques heures de la fin de la campagne électorale, comptant pour les élections communales du 17 mai 2020. Comment est-ce que la campagne se déroule ou s'est déroulée jusque-là? Je suis en studio avec Parfait Folly, il est journaliste, analyste politique, et Lazare Moussa, il est juriste. Alors nous allons essayer d'analyser un peu la méthode utilisée cette fois-ci pour la campagne électorale. Mais l'autre sujet qui va également nous intéresser sur cette émission, c'est la question des 10%, le critère imposé aux partis politiques dans le cadre donc de la répartition des sièges au soir du 17 mai 2020. Une fois encore, bienvenue. Lazare Moussa, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Alors, Parfait Folly, merci d'être là également. C'est un plaisir. Alors, nous allons commencer tout de suite et je reste avec vous, Parfait Folly. La campagne électorale s'achève dans quelques heures. Quel est le constat que vous avez fait? Surtout quand on sait que cette fois-ci, la campagne, elle a été exclusivement médiatique. Ah, médiatique, exclusivement, je crois que c'est de l'heure parce qu'on a vu ce qui s'est passé sur le terrain. Les candidats qui sont allés contre les recommandations du gouvernement, des autorités sanitaires, les candidats qui ont choisi délibérément d'exposer les populations à la pandémie, les candidats qui sont allés faire des attroupements, organiser des meetings, des caravanes dans plusieurs villes. Je crois que c'est de l'injure quand on dit que la campagne a été exclusivement médiatique. Ceci dit, il faut reconnaître que cette fois-ci, il y a eu quand même moins de bruit sur le terrain qu'avant, certainement parce que le gouvernement a décidé, aux frais du contribuable, de prendre en charge la campagne des partis politiques. Ceci dit, il faut reconnaître également qu'il y a moins de partis politiques, 5 partis politiques au total, qui se réclament à la session des FCB de la mouvance présidentielle. Donc, comprenez qu'il n'y a pas trop d'invectives entre les fils du même père. Comprenez également que cette fois-ci, la toile a fait la plus grande partie du travail. Donc, il y a eu moins de mouvements par rapport aux autres campagnes passées. Donc, je crois que bon, ça se déroule comme ça devrait se dérouler et on attend dimanche pour tirer les conclusions. Alors, Lazare Moussa, campagne médiatique ou pas, quel a été votre constat? Alors, moi, j'ai constaté qu'abondamment, les directeurs politiques se sont investis sur le terrain. Je vais peut-être contredire Parfait Folly. Au fond, les acteurs sont sur le terrain, de nuit comme de jour. Les porte-à-porte, les campagnes de proximité. Mais tout ça a été quand même interdit par la Sénat. Bon, le véritable problème, c'est d'abord la légalité de l'interdiction. Je crois que sur ce point de l'interdiction et des prises de mesures de crise, le gouvernement a fait un jeu qui n'est pas clair. Ce qui rend du coup illégal et inconstitutionnel tous les actes de crise posés par le gouvernement. Nous sommes dans un État responsable. Et dans un État responsable, et conformément à la Constitution, lorsqu'on est dans une crise, il y a des mesures de crise. Il faut déclarer soit l'état d'urgence ou demander à voter des lois dérogatoires de manière spécifique pour mettre en œuvre donc, la situation de crise. Je voudrais donc profiter pour vous dire que tous ces actes arrêtés ou décrets pris par le gouvernement en dehors du cadre juridique normal, sans avoir déclaré l'état d'urgence, sans avoir voté des lois dérogatoires spécifiques, sont absolument inconstitutionnels. Puisque le cadre constitutionnel, c'est la loi. Et c'est ce que dit la loi qu'il faut faire. Et pour déroger à la loi, il faut retourner à l'Assemblée nationale pour déroger à la loi. Ce n'est pas des actes réglementaires ou des recommandations gouvernementales ou des réunions d'institutions qui vont remettre en cause l'ordre juridique en cours. Donc le gouvernement même... Cette interdiction de meetings, de caravanes et autres... n'a aucun fondement de droit. Ça n'a aucun fondement de droit. Il ne suffit pas de dire nous sommes en crise et redressez-vous. Non, nous sommes en crise, on va vers le Parlement. Aussi, le temps ne permet pas d'aller vers le Parlement. Le président de la République prend des ordonnances. La loi lui en donne la capacité. La loi lui en donne l'autorisation. Mais il n'y a pas eu prise d'ordonnance. Il n'y a eu aucune mesure spécifique liée à la crise. Nous avons dit que nous sommes en crise, mais juridiquement, aucun acte juridique ne fonde que nous sommes en crise, ne démontre que nous sommes en situation de crise. Alors, donc, c'est le premier problème qui se pose.
et avant de s'ajouter à ce que les propres membres, les propres proches du gouvernement décident d'aller violer ce qu'ils ont, semble-t-il, convenu ensemble. Alors parfait, c'est vrai, le juriste explique que ces interdictions n'ont véritablement pas un fondement juridique, mais toujours est-il que ces interdictions ont été indiquées par la Sénat et les autres institutions. Alors comment est-ce qu'on peut quand même expliquer le fait que les acteurs politiques décident délibérément de ne pas respecter ces interdictions-là? Je crois que c'est le propre de nos politiciens. Ils votent les lois, ils mettent les lois à disposition du peuple, mais qu'ils se décident eux-mêmes à violer tous les jours. Aucun politicien, bon, à quelques exceptions près, ne peut vous dire dans ce pays qui respecte les lois. Les lois sont faites pour les autres, mais pas pour ceux qui les font. C'est ça ce qui explique le fait qu'on voit sur le terrain des regroupements, des caravanes, des meetings. Sinon, en temps de crise, même s'il n'y avait pas de recommandations du gouvernement et des autres institutions, on devait quand même se préoccuper de la santé des gens qu'on prétend diriger, des gens auxquels on promet ciel et terre, et éviter quand même des contacts et aller faire des campagnes sur les médias. Malheureusement, les gens visent leur intérêt, ils veulent forcément montrer que ce sont eux qui sont maîtres du terrain, ce sont eux qui maîtrisent le jeu, et ils vont exposer les gens à la pandémie. Malheureusement, comme l'a dit quelqu'un, le Béninois ne vit que du revenu de la veille. Donc, comprenez, pendant cette crise, les gens vivent difficilement. Quand on leur demande de venir prendre 500 000 francs, ne leur demandez pas de ne pas y aller. C'est pourquoi la population peut être ignorante des conséquences, des risques qu'elle court. Bon, se donne à ce jeu-là aussi en répondant à l'appel des politiciens. Sinon, rien ne pouvait justifier ces mobilisations de nos politiciens sur le terrain par ces temps de crise sanitaire. Alors, Lazare Moussa, les élections communales sur fond de coronavirus, la campagne, on voit comment est-ce que elle se déroule. Le vote même, comment est-ce que vous l'imaginez, comment est-ce que vous le concevez? C'est vrai que la Sénat a annoncé des mesures pour protéger les électeurs, tous les acteurs qui seront impliqués. Mais vous, de votre position, comment est-ce que vous concevez ces élections-là? Pour moi, ces élections, c'est une forme de suicide populaire. Nous avons eu le cas de la France. La France a eu la situation la plus dangereuse en maintenant les élections communales. Et donc, où ils ont réussi à faire la première partie, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas fait la deuxième partie de ces élections. Donc, nous avons un exemple, la France. Donc, malgré ça, nous décidons d'aller aux élections à un moment où le taux, le nombre de contaminés s'augmente tous les jours. Mais la situation n'est pas la même. On nous a dit que les nouveaux cas sont asymptomatiques et qu'il n'y a pas péril dans la demeure. On nous a dit. Ça, c'est ce que les autorités sanitaires ont dit. Je suis pas du domaine de la santé. Je ne peux pas contredire cela. Mais on nous a dit, on va se contenter de ce qu'ils nous ont dit, que les cas sont, les gens sont asymptomatiques. On nous dira qu'il y a eu 2 morts. Mais peut-être veulent-ils voir plus de morts? Puisque la maladie a fait déjà ses preuves partout. Le mieux, c'est de prendre ses précautions. Sinon, nous serons responsables de la grosse contamination qui va avoir lieu. Des membres de postes de vote ont été contaminés en France après les élections. Des membres de postes de vote ont été contaminés. Et donc, ici, quelles que soient les précautions que le gouvernement prendra, il faut que des gens aillent poser des cachets, qu'ils aillent poser leurs mains quelque part. Quelles que soient les précautions, il y a un risque qui est là, que tout le monde refuse de voir. Alors, si nous avions encore une cour constitutionnelle capable d'écouter les citoyens et de défendre les citoyens, il y a quelques jours, la cour constitutionnelle a arraché le droit aux citoyens de saisir la juridiction communautaire. Donc, je pense que cette cour ne se préoccupe plus de nous. Donc, si on avait une cour qui se préoccupait de nous, on allait la saisir et lui demander de sauver les citoyens, s'il est possible, pour la santé, d'arracher le droit de grève aux travailleurs. Pourquoi, au nom de la santé, on ne peut pas différer la jouissance du droit de vote? Pourquoi? On n'a pas dit de supprimer, on a dit différer. Au nom du droit à la santé, on a supprimé le droit à la grève des agents de santé. Mais pourquoi, au nom de cette même droit-là, on ne peut pas différer la jouissance du droit du vote? Moi, c'est une question que je veux bien
qu'on réponde. Alors, parfait. Est-ce que finalement, reporter les élections ne portera pas un coup quand même à la Constitution? Parce que les élections, c'est aussi une exigence constitutionnelle. Non, du tout pas. Surtout quand la matière, il y a eu une jurisprudence. On sait que par le passé, on a eu à reporter les élections communales. Et je voudrais le dire, ces élections-ci ne sont pas une obligation. Parce qu'on vous opposera la nouvelle loi qui dit que les maires vont parrainer les candidats de la présidentielle de 2021, mais rien ne vous dit que les maires actuels qui sont là sont tous de la mouvance présidentielle et qui ne pourront pas parrainer les candidats de l'opposition en 2021. Rien ne vous dit que tous les 83 députés qui sont actuellement au Parlement, c'est vrai, actuellement, mouvanciers, ne vont pas vont déployer le mouvancier jusqu'à la fin du mandat du chef de l'État et parrainer les candidats de l'opposition en 2021. Je crois qu'au nom de la santé des populations, on devrait quand même décaler un temps soit peu ces élections-là pour permettre aux gens de se remettre. Parce qu'il y a une grande psychose dans le pays. Si vous sortez, vous écoutez les gens, vous savez qu'il y a une psychose. Pour moi, j'ai même peur. J'ai peur du taux de participation de ces élections-ci. Parce que beaucoup ne vont pas sortir. Vous avez vu, on a discuté les cas des électeurs. Combien sont retenus les cas des électeurs? Ils sont très peu. Ça donne déjà, c'est un signe avant-coureur qui prouve que le dimanche prochain, il n'y a pas beaucoup qui iront aux élections. Et revenant sur les cas asymptomatiques dont vous parlez tout à l'heure, vous pensez que si quelqu'un portait du virus du sida et s'il ne présente pas des signes, vous allez coucher avec lui, vous n'avez pas contracté le mal. Je ne suis pas médecin, mais je pense bien que cet argument-là est fallacieux pour qu'on dise qu'il y a des cas asymptomatiques et que cela n'est pas un risque pour la population. Il faut protéger la population au nom de la santé. L'État a l'obligation de protéger tous les citoyens, que ce soit au temps de la guerre, en temps de maladie, en temps de crise sanitaire. Donc je crois que les arguments, les vraies raisons sont ailleurs et on dit aux choses carrément. Alors, juridiquement, vous demandez, vous voyez une possibilité de report de ces élections, mais juridiquement, est-ce que cela ne portera pas un coup à l'élection présidentielle de 2021 quand on sait que désormais, il nous faut des maires pour parrainer les candidatures à la présidentielle? Je crois que nous avons, si je dis nous, je veux parler de la mouvance. La mouvance dispose de 83 députés sur 83. Si elle décide de réviser la Constitution aujourd'hui, je vous dis, demain matin, la Constitution est révisée. Donc, je ne sais pas ce qui bloque. Mais réviser la Constitution, pourquoi encore? Parce qu'il y a on y a mis des choses que nous n'avons pas demandées. Ils ont révisé la Constitution, ils ont mis ce qui leur plaise. Et ce qui leur plaise leur pose problème aujourd'hui. C'est pas compliqué. Puisque ça n'a jamais été notre point de vue, c'est loisible pour eux de retourner simplement aller corriger ça. Donc, il n'y a pas de péril. La présidentielle n'est pas attachée au communal. Il suffit juste d'aller revoir les 83 députés amis au Parlement pour que, justement, on nous rétablisse l'ordre juridique et puis on est là aux élections. Et il n'y a rien de compliqué là. On a 83 députés sur 83, s'il vous plaît. Alors, à l'heure actuelle, c'est vrai que vous voyez beaucoup plus, vous optez beaucoup plus pour un report de date pour ces élections. On n'en est pas encore là. En tout cas, sur le terrain, on constate que la Sénat déroule normalement son calendrier. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on peut dire que les élections vont se dérouler bel et bien le dimanche prochain. Mais l'autre question qui fâche, ou en tout cas qui suscite réflexion, c'est la question des 10% imposés donc aux partis politiques dans le cadre donc de la répartition des sièges. Nous avons 5 partis politiques en lice pour ces élections et le code électoral dit en son article 184 que seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national sont éligibles à l'attribution des sièges. Alors, ce même critère a été, ou en tout cas est valable pour les élections législatives. Voilà, on le ramène pour les élections communales que nous appelons des élections de proximité. Alors, lorsqu'on demande à un parti politique d'avoir 10% au plan national, avant donc de se voir attribuer des sièges dans une commune ou dans un arrondissement où il fait le poids, comment est-ce que vous analysez donc ce critère-là? Oui, je fais le constat simplement que les réformes de la rupture battent le record des bizarreries juridiques. Qu'est-ce que je vais appeler une bizarrerie juridique? Vous savez, en matière
la technique qui permet d'obliger les gens à se mettre ensemble. Les grandes parties qui permettent aux grands partis de se développer. Ce qu'on va appeler le seuil. Ce seuil-là que l'on fixe. D'accord? Ce seuil est déjà fixé au niveau des circonscriptions électorales, puisque vous savez, en matière d'élections communales, les arrondissements sont les circonscriptions électorales. Et on a déjà dit que si vous, au niveau de l'arrondissement, si vous atteignez 40%, vous ramassez. Ça, c'est déjà un seuil. On va encore maintenant fixer un autre seuil. Vous savez, et en droit administratif, on dit recours sur recours ne vaut. Je suis tenté de dire seuil sur seuil ne vaut. On ne peut pas indéfiniment créer des seuils. Il y a bien déjà des mécanismes qui permettent déjà aux grands partis de s'en sortir. On ne va pas seulement avantager les grands partis. Dans un système électoral, dans un système politique, il faut tenter d'équilibrer aussi, ouvrir une petite marge pour les petits partis. Ici, on a tendance à n'ouvrir la vanne qu'aux grands partis. Malheureusement, si c'était véritablement de grands partis, on en saurait même. C'est des partis nés il y a quelques jours, favorisés par une élection monocolore et suivis par une élection unanime. C'est-à-dire, rien que des partis qui sont avec nous, qui nous comprennent. S'ils ne sont pas avec nous, ils nous comprennent tout au moins. Ils sont d'accord à enlever leur président, pour juste avoir le papier qu'il faut. Donc, ils sont d'accord avec nous quelque part. Donc, si nous sommes dans ce cadre-là, on ne peut pas espérer que ces élections puissent exprimer réellement ce que veulent les populations. Il y a trop de filtres, de l'expression populaire. In fine, l'expression populaire ne pourra pas s'exprimer. Parfait, les 10% font partie quand même des éléments introduits dans les lois électorales ou les lois politiques pour, en tout cas, l'objectif de la réforme du système partisan, c'est d'avoir de grands partis désormais au Bénin. Et on pense que les 10% permettent quand même de jauger de la capacité donc, de ces partis à mobiliser des militants sur tout le territoire national. Alors, lorsque nous sommes dans le cadre des élections de proximité, est-ce que finalement, avec ces 10%, les électeurs, les populations ne risquent pas d'avoir des conseillers pour qui n'ont véritablement pas voté? Mais vous avez déjà répondu à la question vous-même. Vous savez, nous sommes ici dans le 9e arrondissement de Cotonou. Nous avons un leader que nous supportons, quelqu'un que nous aimons, que nous savons travailleur, bâtisseur, développeur. Nous avons voté pour celui-là. Mais on nous dit après qu'il n'a pas pu avoir 10% au plan national, donc il n'est pas élu conseiller. Je crois que ceux qui ont voté cette loi n'ont pas bien réfléchi, n'ont pas analysé les contours de cette loi-là avant de l'avoir adoptée. Sinon, ils auraient pu comprendre que les élections de proximité, les élections locales n'ont pas besoin d'un seuil au niveau national pour valider un siège. Le faire, je crois que c'est dénier le droit de choix des conseillers aux populations. C'est leur imposer un conseiller, c'est à la limite leur nommer un conseiller qui ne leur plaît pas. Et je crois que ça va soulever beaucoup de problèmes sociétaux dans nos communes. Vous imaginez que les populations se lèvent un jour pour dire on ne veut pas de ce CA-là, on le chasse. Ça pourrait arriver, ça pourrait créer des frustrations, ça pourrait empêcher le développement d'une localité. Je crois que les députés doivent revoir cette partie-là de la loi. Je suis désolé de vous dire que nous sommes déjà à quelques jours des élections. C'est plus possible pour ces élections-ci, mais qui reviennent sur cette loi-là pour enlever cette hérésie-là du code qui impose un 10% au plan national pour les élections de proximité des élections locales. Ce n'est pas une réforme qui arrange le pays. Alors, venons maintenant à ces partis qui sont en lice. C'est vrai que lors des campagnes, ils ont tous montré leur capacité à mobiliser ces 10%-là. Finalement, lorsqu'on analyse un peu les partis en place, est-ce que vous en voyez qui puissent véritablement mobiliser ces 10%-là? Vous savez, surtout, il ne faut pas oublier les législatives passées, on a vu déjà le taux de participation. On avait 2 partis politiques
Mais est-ce que ces 10%-là, est-ce qu'ils l'avaient véritablement mobilisé? Aujourd'hui, ils sont 5. Comment est-ce que tout ça va se passer? Vous savez, vous me demandez de faire œuvre d'analyse politique. Et les analyses politiques ont besoin de faits. Et il semble que j'ai en face de moi des partis qui n'ont jamais été à une élection véritablement et qui ont démontré leur capacité de mobilisation. La seule fois qu'ils ont été, ils étaient seuls et se sont partagés le gâteau entre eux. Donc aujourd'hui, quelle est leur capacité? Je ne peux pas savoir. Et puis, je ne peux pas faire d'analyse sur une base, puisque je ne peux pas avoir d'indice clair. Ce que je peux dire, c'est que je sais que ce sont des partis qui, pour la plupart, sont au pouvoir, notamment deux des principaux qui ont l'onction du chef de l'État, l'Union progressiste et le Bloc républicain. Ces deux-là ont officiellement l'onction du chef de l'État. Bon, les autres gravitent autour. Les FCBE ont déjà les pieds cassés. Le président a déjà démissionné, le président d'honneur a déjà démissionné, eux-mêmes ils ont déjà chassé leur secrétaire exécutif légitimement élu avant de prendre leur récépissé. Donc, celui qui s'est auto-proclamé secrétaire, puisqu'il n'était jamais... Il est reconnu par le ministère de l'Intérieur comme secrétaire, le nouveau secrétaire du parti. Je ne crois pas que le ministère va accepter que vous lui donnez cette charge. Le ministère va puisque c'est le ministère qui a délivré le récépissé d'enregistrement. Je suis sûr que le ministère ne peut jamais accepter dans un cadre juridique que le code électoral ou le code, le statut, la charte des partis politiques, le ministère ne peut jamais avoir accepté qu'il a nommé à la tête du parti FCBE le secrétaire exécutif. Je peux dire simplement que l'individu s'est autoproclamé secrétaire exécutif, à moins qu'il me donne la date où a eu lieu le congrès exécutif qu'il a désigné à la tête du parti. Alors, parfait. On a les FCBE en lice, l'UP, le Bloc républicain, l'UDBN, le PRD, qui sont donc en lice dans cette course-là, la course à la mobilisation des 10%. Finalement, quand on prend ces 5 partis-là, est-ce que vous y voyez qui puissent véritablement réunir ces 10% au plan national? D'abord, commençons par les discours qu'on a sur le terrain de la campagne. C'est comme si la campagne se déroule entre deux partis. Vous voyez l'Union progressiste et le Bloc républicain qui se lancent des tics. C'est comme si les autres partis n'ont pas de poids pour pouvoir mobiliser les 10%. Bon, ça, je le déduis des discours des autres formations politiques. Mais au-delà de cela, quand vous voyez certaines formations politiques, vous sentez qu'ils n'ont pas une assise nationale. Quoi qu'on dise, ils ont toujours leur fief traditionnel, la Kegad, qui ne maîtrisent plus quand même d'ailleurs. Et les gens qui ont posé dans les autres localités sont des gens, comme le dit Poids Plume, ils ne pèsent rien. Mais comment voulez-vous que ces partis-là puissent mobiliser 10% des suffrages valablement exprimés? Je crois que ça ne va pas être chose facile. Mais tout qu'on fait, il ne nous revient pas de décourager les gens. Avant la guerre, il faut laisser les gens aller à la guerre et puis on verra les résultats. Ce que je sais, c'est qu'il y a deux partis qui ont le vent en poupe et qui sont sûrs d'avoir les 10% pour le moment, sauf cataclysme, sauf miracle. Je crois que ce sont ces deux partis-là qui vont se partager le bulletin du 17 mai. Encore que des mails se sont déjà autoproclamés avant les élections. On connaît déjà plusieurs, mais ce n'est plus pour quelqu'un que certains disent déjà qu'ils sont maires de telle ville et ils sont sans les élections, on ne peut pas parler de sûrs qu'ils seront maires de telle ville. Je crois que bon, quelque chose de 10%, attendons de voir ce que ça va donner. Alors, pour finir cette émission, il y a une autre question sur laquelle je vais prendre vos avis rapidement. Alors, d'un autre côté, il y a une voix qui appelle également au boycott. On a vu le communiqué du PCB, on a vu également le communiqué donc de la branche de la diaspora, des résistants, comme on les appelle, et qui demandent aux populations de boycotter ces élections-là. Quel est votre avis sur cette perception que ces opposants ont? Je suis vraiment navré que ce soit eux qui le font à la place du gouvernement. Ce qu'ils font là, c'est le gouvernement qui devrait, de manière responsable, reporter les élections. Et si le gouvernement ne l'a pas fait, on ne peut que féliciter les citoyens honnêtes qui essaient de sauver la vie
à leurs concitoyens en leur disant ne vous déplacez pas, restez chez vous, préservez votre vie. Si vous êtes contaminé, qui va s'occuper de vous? Si vous êtes contaminé, si on a des milliers de contaminés, supposons que vous dites que les gens sont contaminés, mais ils sont tout là. Mais dès qu'ils sont contaminés, l'État doit les prendre en charge. C'est dans l'argent de qui? Si on a désormais des milliers de contaminés après les élections, c'est dans quelle caisse on va mettre la main pour faire les prises en charge? C'est ça le problème. Les peu qui sont contaminés ne sont pas dans de bonnes conditions. Ils se plaignent déjà. Alors, est-ce que vous pensez que cet appel pourra agir sur le taux de participation? Moi, je n'ai pas envie de diminuer le taux de participation. Sinon, je sais qu'ils savent bien comment le taux de participation peut évoluer de leur manière. Je sais qu'ils savent bien faire évoluer le taux de participation. Je n'ai pas l'intention de diminuer le taux de participation. Je ne pourrais même pas. Même les populations ne peuvent même pas agir sur le taux de participation. Alors, parfait. Je vous dis, les populations qui votent ne peuvent pas agir sur le taux de participation. Les résistants de la diaspora qui appellent au boycott, le parti PCB qui appelle également au boycott, est-ce que cet appel risque d'impacter sur le taux de participation? Surtout dans le contexte où nous sommes. Je crois que la situation s'y prête. Nous sommes dans une crise sanitaire et tout le monde en est conscient. Et si les gens appellent au boycott juste parce qu'ils voulaient éviter au peuple la contamination de cette pandémie-là, je crois que c'est une bonne affaire et je crois que ça pourra avoir un impact sur le taux de participation, même si le docteur est conscient qu'on peut rallonger le taux de participation. Bon, c'est vrai, il y a eu beaucoup de supputations en 2019. Vous avez vu, il y a plusieurs taux de participation, 23% à la Sénat, 25% à la Cour constitutionnelle. Ça peut prêter beaucoup d'intention à nos institutions, mais je crois que par ce temps de crise sanitaire, cet appel au boycott peut valablement impacter sur ces élections-là, surtout en ce qui concerne le taux de participation. Mais je crois également qu'en tant que citoyen béninois, si le cœur de quelqu'un lui dit d'aller voter, qu'il suit son cœur, qu'il ne suit pas quelqu'un, mais qu'il suit sa conscience pour aller voter. Mais si sa conscience lui dit de ne pas aller voter, bon, feu vert. Alors, chers amis internautes, merci d'avoir été de la partie. Nous avons parlé des élections communales. Nous sommes à quelques heures de la clôture de la campagne électorale le 17 mai, c'est-à-dire le dimanche prochain. Les électeurs sont attendus au vote. Iront-ils? Nous attendons de voir et nous reviendrons ici pour faire le décryptage. Merci d'avoir été là et à la prochaine.